La légende de boxe Mohamed Ali est décédé à 74 ans après un combat de 32 ans contre la maladie de Parkinson. Sa dépouille a été rapatriée dimanche 5 juin à Louisville, sa ville natale, où ont été célébrées ses obsèques. Des milliers de personnes sont venues lui rendre hommage. On a perdu un morceau de notre héritage américain. C'est pour ça que je suis ici ce soir. Une icône américaine, j'ai grandi avec ce gars. Il vient d'Arizona, il a vécu ici, c'est un des nôtres en Arizona. Parce que j'ai beaucoup de respect et de souvenirs de Mohamed Ali et Cassius Clay. J'étais petit quand il a commencé à être connu, et c'est important pour moi. Sa vie, ce qu'il a laissé derrière lui, je veux simplement lui rendre hommage. Le maître incontesté de la catégorie reine des lourds, celui qui a été surnommé The Greatest, avait pourtant choqué le gouvernement en place aux États-Unis dans les années 60. Il échappa à la prison pour avoir refusé de partir au Vietnam, mais fut déchu de ses titres et interdit de boxer pendant 3 ans. C'est en 1964, un mois après sa victoire au championnat du monde en WBA, qu'il décida de se convertir à l'islam et prendra le nom de Mohamed Ali. Mohamed Ali devra toujours rappeler le rejet de l'impérialisme, l'hégémonie ou du bellicisme, a ajouté son porte-parole. Une personne dans un état critique, 10 blessés, 3 décès, c'est le bilan provisoire d'une collision de train à Saint-Georges-sur-Meuse. L'accident est survenu aux alentours de 23 heures. Un train de voyageurs qui roulait à environ 100 km/h a percuté l'arrière d'un convoi de marchandises qui roulait sur la même voie, la ligne Namur-Liège. Le conducteur de train fait partie des morts selon le gestionnaire d'Infrabel. Dès les premières heures après l'accident, API, l'agence de presse indépendante, évoquait déjà des problèmes de signalisation liés à la foudre. Le parquet poursuit son enquête et analyse notamment les boîtes noires. Mercredi, le député NVA Wouters Raskin indique lui aussi que le système de freinage automatique TBL1+, aurait dû être installé sur le poste de signalement de Hermal-sur-Huy. Il va même plus loin en déclarant « ce sujet pue », portant alors de graves accusations. Suite à l'accident ferroviaire de Bösingen en 2010, l'ensemble du réseau des chemins de fer devait être équipé du système de sécurité TBL1+, qui enclenche un freinage automatique si le conducteur d'un train ignore un feu rouge. Je pense que le premier message que je voudrais adresser, c'est aux familles des victimes et aux victimes elles-mêmes, de leur dire tout notre soutien. J'imagine qu'il y avait dans ces trains peut-être des étudiants, des personnes qui rentraient de week-end, et donc de dire combien nous partageons leur peine dans ces moments difficiles. On a d'abord mis la priorité sur l'accompagnement des familles, des victimes. C'est vrai que c'était beaucoup d'étudiants qui retournaient en côte, qui retournaient vers Liège, dans les hautes écoles ou bien à l'UNIF, etc. Le roi Philippe et le Premier ministre Charles Michel se sont rendus sur le lieu de l'accident pour rendre hommage aux victimes. Les autorités ukrainiennes ont dévoilé ce matin l'arrestation au mois de mai d'un Français qui préparait des attentats pendant l'Euro 2016. Nous avons réussi à déjouer une série d'attentats terroristes. Cela peut paraître étrange, mais c'est la vérité. Établis sur des documents, les cibles des explosions étaient une mosquée, une synagogue et des centres d'impôts en France. Cette annonce intervient quelques heures avant le début du championnat d'Europe de football. Il ne faut jamais se laisser impressionner par la menace. Elle existe, la menace. Et je ne serais pas dans la situation où je suis, président de la République, si je ne vous disais pas très clairement qu'il y a une menace. Cette menace, elle vaut pour, hélas, un temps qui sera long. Les services secrets ukrainiens ont découvert que le suspect avait reçu 5 fusils d'assaut Kalachnikov, plus de 100 000 munitions, 2 lance-roquettes anti-chars, 125 kg de TNT, 100 détonateurs, cagoules et d'autres choses. En France, une enquête a été ouverte et confiée à l'Office central de la lutte contre la criminalité organisée et au service régional de la police judiciaire de Nancy. Les enquêteurs français
n'ont toutefois rien pour confirmer ou infirmer la piste terroriste et demandent une entraide judiciaire internationale. Les Ukrainiens n'ont toujours pas coopéré. Le président allemand Joachim Gauck, de 76 ans, a annoncé qu'il ne briguerait pas un second mandat en 2017. Je suis heureux que ma santé soit dans un bon état. Mais je sais aussi que la vie entre 77 et 82 ans est tout autre que celle que j'ai maintenant. Et je ne veux pas préjuger d'une énergie et d'une vitalité que je ne peux garantir pour le moment. Le président fédéral allemand sera élu en février 2018 par l'Assemblée fédérale. Celle-ci se compose d'une part des membres du Bundestag et d'autre part des membres des personnes élues par les parlements des 16 Länder. La grande coalition du parti CDU, de la chancelière Merkel et des social-démocrates ne pourrait pas présenter un candidat commun, considérer que les relations entre les deux camps droite et gauche avant les élections législatives l'année prochaine ne seront pas excellentes. C'est alors le Parti des Verts qui va jouer un rôle clé dans les débats sur l'identité du successeur du président Gauck. Quelques députés des Verts ont déjà déclaré que les écologistes allemands s'engageront ou pour une femme présidente ou pour une personnalité d'origine migratoire. Amano Meixner, CRDI, Berlin. Les magistrats belges se sont rassemblés dans tous les palais de justice, au nord comme au sud du pays, pour manifester leur mécontentement. Ce qui est essentiel, c'est que la magistrature, la justice, et la magistrature n'est qu'un élément de la justice, puisse fonctionner de manière correcte. Il y a 3 éléments qui sont importants. C'est d'une part que les cadres soient fournis, donc pour que la justice fonctionne, il faut qu'il y ait des magistrats qui puissent rendre la justice, et aussi du personnel de greffe qui puisse effectivement aider les magistrats à rendre cette justice. Le deuxième point, c'est une informatique qui fonctionne. Elle est tout à fait obsolète et ancienne. Et enfin, une documentation qui soit correcte et qui puisse être, disons, assurée parce que chaque année, lorsqu'on arrive au mois de décembre, il n'est pas question d'avoir notre documentation. Or, pour pouvoir donner une motivation sérieuse, il est absolument nécessaire que les magistrats aient accès à une documentation actualisée. Les revendications des magistrats sont le respect total des lois qui définissent les cadres et l'octroi d'une enveloppe correspondante à 100% des effectifs prévus. Des meilleures conditions de travail au niveau des infrastructures, de la sécurité ou encore de l'informatique, et aussi un financement et une gestion respectueuse de l'indépendance du pouvoir judiciaire. La candidate à la présidentielle Hillary Clinton a triomphé lors du dernier Super Tuesday des primaires, remportant 4 des 6 États mis en jeu. Cette victoire permet à Clinton de dépasser la majorité de délégués requise afin d'accéder à l'investiture démocrate. Sa nomination sera rendue officielle lors de la convention qui aura lieu à Philadelphie en juillet. Peu après l'annonce de ses victoires, la candidate s'est adressée à ses partisans dans un discours prononcé à Brooklyn. Grâce à vous, nous avons franchi une étape importante. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'une femme est investie par l'un des grands partis. Peu de temps avant l'annonce des résultats, le candidat républicain Donald Trump s'est attaqué à sa future adversaire en affirmant que les Clinton sont devenus maîtres dans l'art de l'enrichissement personnel. Il s'est ensuite adressé aux partisans de Bernie Sanders, les incitant à voter pour lui lors de l'élection qui se tiendra en novembre 2016. À tous les partisans de Bernie Sanders qui ont été laissés de côté par un système manipulé par les superdélégués, nous vous accueillerons à bras ouverts. Croyez-moi. De son côté, Bernie Sanders a remporté 2 États. Et bien que la nomination de Clinton en tant que candidate du Parti démocrate soit certaine, il a refusé d'abandonner sa campagne, incitant ses partisans à aller jusqu'au bout, et espérant remporter l'ultime primaire qui se tiendra mardi prochain à Washington, D.C.
11 personnes, dont 7 policiers, ont été tuées dans un attentat à la voiture piégée visant un bus de la police dans le secteur de Beyazid, un quartier historique très fréquenté d'Istanbul. Les explosifs étaient dissimulés dans une voiture et ont été déclenchés à distance au passage du bus. L'attentat a causé de nombreux dégâts dans les commerces et habitations avoisinant les lieux de l'explosion. C'est la 4e attaque du genre commise dans la mégalopole turque qui vit en alerte maximale en raison d'une série d'attaques attribuées à l'État islamique ou au PKK. De violents orages ont provoqué de très fortes inondations en Europe. Parmi les pays les plus touchés, on peut citer l'Allemagne, la France, la Belgique, l'Autriche, mais aussi la Roumanie et la Moldavie. 3 personnes ont été tuées et 6 autres blessées lors d'une attaque à l'arme automatique dans le quartier de Sarona, lieu très fréquenté de Tel Aviv et proche du ministère de la Défense. Les 2 assaillants, 2 cousins d'origine palestinienne, ont fait irruption et ont ouvert le feu sur des gens qui se trouvaient en terrasse, causant d'importantes scènes de panique. L'un des 2 assaillants a été arrêté, tandis que l'autre a été atteint par des tirs et évacué dans un état grave. Peu de temps après l'attaque, une rumeur indiquait qu'un tireur avait réussi à prendre la fuite. Cette information a rapidement été démentie par le chef de la police après que le secteur eût été provisoirement bouclé. Cette attaque intervient dans une période où les violences semblaient diminuer après une vague meurtrière de plusieurs mois. Depuis le 1er octobre, ces violences ont coûté la vie à 207 Palestiniens, 28 Israéliens, 2 Américains, 1 Érythréen et 1 Soudanais. Retour en force de la polémique autour du survol de Bruxelles, pour lequel le gouvernement bruxellois a décidé de déclencher une nouvelle action dure avec le fédéral. Faute de dialogue, c'est dans la balance de la justice que le dossier devrait être tranché, des plaintes ayant été déposées. 3 actions en cessation qui concernent les 19 communes de la région bruxelloise. Une première relative au survol de la route dite Canal, qui survole près de 400 000 Bruxellois, avec plus de 50% des avions qui sont en infraction par rapport aux normes de bruit. Une seconde sur la tranche 6-7 heures du matin, où l'on constate plus de 80% d'avions qui sont également en infraction. Et puis une troisième et dernière action qui concerne l'est de Bruxelles, en particulier les Woluwe. Un manque de dialogue, de concertation, de discussion, une nouvelle fois reproché à l'équipe du gouvernement de Charles Michel. J'ai réclamé depuis près de 2 ans la mise en place de groupes de travail et ils ne sont jamais été convoqués. Donc il me semble certainement de devoir faire entendre la voix des Bruxellois d'une autre manière et c'est ma responsabilité et c'est l'engagement que j'ai pris à leur égard. J'ai fait réaliser il y a 1 an une étude qui permet de montrer que dans toute une série d'autres capitales européennes, il y a moyen d'avoir un aéroport à proximité d'une grande ville et pas pour autant le survoler de façon massive. Certes, une minorité de communes bruxelloises, souvent de majorité maire, ne soutiennent pas ces actions judiciaires et les regrettent, ce qui semble pourtant faire le bonheur d'une plus grande majorité des communes survolées qui n'hésitent pas à s'associer à l'action régionale. Cela fait des années que nous revendiquons, que nous réclamons au moins une analyse, comme je le disais, objective de la situation. Et aujourd'hui, nous avons vraiment le sentiment d'avoir été entendus. J'espère que demain, on nous écoutera et nous nous réjouissons bien évidemment de cette action gouvernementale à laquelle nous nous joignons avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup d'intérêt. Associations de riverains et politiciens locaux s'inquiètent depuis des années durant de l'impact des nuisances sonores sur la qualité de vie, la santé, sans oublier les risques en cas d'accident sur une zone fortement peuplée. Il y a des sonomètres qui ont été posés et qui ont révélé que l'ampleur est vraiment considérable. Il y a des pics qui sont vraiment énormes, surtout entre 6h et 7h du matin. Donc oui, la situation devient vraiment intenable. Tantôt problème communautaire, tantôt problème environnemental, le gouvernement régional bruxellois se refuse néanmoins de proposer quelconque alternative et solution à ses confrères du fédéral. Écoutez, mon travail n'est pas de proposer des idées concrètes au gouvernement fédéral, c'est son travail. Mon travail, c'est de faire respecter la qualité de vie et la santé des Bruxellois et de constater toute une série de violations massives. En bref, le ciel est loin d'être bleu entre la région de Bruxelles et le gouvernement fédéral. Et tant pis pour les interviews ratées, victimes elles aussi du survol de Bruxelles. Quelles sont les alternatives que vous proposez au fédéral ?
En Inde, quelques 50 000 musulmans ont signé une pétition visant à interdire la pratique du talaq talaq talaq, ou divorce instantané. Cette ancienne loi musulmane permet aux maris de divorcer instantanément en prononçant ou écrivant 3 fois le mot talaq. Les femmes n'ont pas le droit d'utiliser cette loi et sont obligées de passer par un responsable religieux si elles veulent se séparer de leur mari. Cette pratique est contraire au principe du Coran, qui prévoit une procédure de divorce en 90 jours à partir de la prononciation du premier talaq. Un délai de 30 jours doit ensuite être observé entre chaque mot afin, selon les spécialistes, de laisser le temps à la réflexion et à la réconciliation. Aux États-Unis, l'armée, les services d'urgence et les services publics de plusieurs villes de la côte nord-ouest des États-Unis ont entamé un exercice de simulation de séisme à grande échelle. Cet exercice, nommé Cascadia Rising, vise à entraîner et à coordonner tous les services de secours à un tremblement de terre de magnitude 9 sur l'échelle de Richter. C'est une opération complètement différente. On a déjà eu des incendies, on a fait tout ça, mais l'ampleur de cette opération, simplement de se rendre compte de l'impact que ça peut avoir, c'est très bon pour nous. Avant tout, le message que nous voulons faire passer aux habitants de Vashon Island est d'essayer de rester calme. Ne laissez pas la panique prendre le dessus, et après ça, prenez le temps de réfléchir et d'agir en fonction de la situation.